Good Morning Business, le grand entretien. On est ce matin pour le grand entretien depuis les locaux d'Orange avec Christelle Heidemann. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directrice générale d'Orange. Vous venez de publier vos résultats, des résultats en ligne avec les attentes. Ce qu'on voit, c'est que le marché est compliqué, un marché mature. Comment on arrive à quand même annoncer des résultats positifs et à faire mieux l'année prochaine puisque vous avez revu vos objectifs ? Alors, on annonce effectivement des bons résultats en ligne avec nos objectifs, alors qui sont tirés pour la croissance par la forte performance sur le continent africain, où là, on croit à plus de 10%. Et puis, effectivement, en Europe, marché mature, mais on a retrouvé de la croissance en France. Alors, c'est tiré par beaucoup d'initiatives. D'abord, la très forte robustesse, j'allais dire, de nos équipes commerciales, de nos actions commerciales, la loyauté de nos clients, puisqu'effectivement, on est un leader de notre marché en France et on s'attache à toujours mieux servir nos clients et puis à enrichir nos offres, ce qui nous permet évidemment de tirer de la croissance. Et puis, on continue, bien sûr, toutes nos initiatives d'efficacité. On a beaucoup parlé d'IA dans l'annonce de nos résultats parce que, évidemment, on a besoin d'être compétitif dans nos marchés qui restent très concurrentiels, effectivement. On va reparler de l'intelligence artificielle, mais il faut être très clair, quand on gagne un client aujourd'hui en France, c'est qu'on l'a pris à un autre opérateur. Le marché est mature, ne croit quasiment plus. Alors, on le sait, les Français sont quand même équipés de téléphones portables, ont adopté le très haut débit depuis maintenant des années. Alors, on continue à bénéficier de la croissance quand les Français, finalement, passent des abonnements ADSL ou du cuivre à la fibre. Et 75% des Français aujourd'hui, en tout cas de nos clients, ont massivement adopté la fibre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a lancé notre programme de décommissionnement du réseau cuivre qui va s'étaler jusqu'en 2030. Mais effectivement, les marchés, on est dans un marché mature désormais. Et donc, il y a moins de croissance. Et effectivement, notre enjeu, c'est d'abord de fidéliser nos clients. Alors justement, vous parlez du cuivre. Allons sur ce sujet-là. Le cuivre, ça rapporte pas mal d'argent quand même. C'est une manne importante. On est à une tonne de cuivre, 11 000 $. Vous en avez une centaine de milliers de tonnes. Ça va pouvoir vous rapporter plus de 1 milliard. C'est très simple, ce cuivre, on le rembobine, on le revend. Ça va marcher comment ? Alors aujourd'hui, d'abord, ce cuivre, il sert des clients, puisqu'il y a encore des clients raccordés. Malheureusement, on s'en fait voler du cuivre, parce que vous l'avez rappelé, le cuivre a de la valeur. Et quand on se fait voler du cuivre, là, nos collaborateurs le savent, et malheureusement, nos clients et les élus le savent aussi, on coupe des clients, et évidemment, c'est très compliqué. Donc, c'est notre première bataille, c'est de ne pas se faire voler et de ne pas détruire ce réseau. Et ensuite, on a un plan qui s'étale jusqu'en 2030 pour décommissionner le cuivre. Ça veut dire d'abord couper commercialement, puisqu'évidemment, il n'est pas question de faire ça sauvagement. Il y a des services essentiels derrière. Les appels d'urgence, la connectivité, c'est un service essentiel. Et donc, une fois qu'on a éteint commercialement et techniquement le réseau, ensuite, on le retire, ces câbles, et puis on va le recycler. Alors, on a des appels d'offres et on travaille sur la construction d'une filière qui va nous permettre effectivement de recycler ce cuivre, de le valoriser. Il est bien trop tôt pour donner des chiffres. Notre enjeu à court terme, c'est vraiment de ne pas se faire voler ce cuivre. Sur la branche OBS, là, on voit que c'est difficile, recul du chiffre d'affaires de 2%. Il y a des activités dans les ESN qui déclinent. Il y a un problème de carnet de commandes. Comment vous voyez le relais de croissance sur cette activité-là ? Alors c'est vrai que nous, notre activité Orange Business, elle est en pleine transformation parce que depuis le Covid, quelque part, les entreprises n'ont plus de téléphone fixe ou ont beaucoup moins de téléphones fixes dans les bureaux, clair. Dans les salles de réunion. On utilise tous des outils collaboratifs qui sont à base de vidéos. Donc on transforme massivement notre portefeuille d'offres pour les clients autour de solutions de connectivité de nouvelle génération. Et puis, effectivement, on a une pression sur les marges, comme toutes les entreprises du secteur IT, puisque c'est des métiers d'intégration. Donc, on se réorganise, on automatise, on investit sur des nouvelles offres. Et donc, nos nouveaux relais de croissance, ça reste quand même encore la connectivité, parce que ça reste essentiel, la connectivité sécurisée. Donc, on investit beaucoup dans la cybersécurité. Nos activités Orange Cyberdéfense, on l'a annoncé dans nos résultats. On est à plus de 10% de croissance depuis maintenant plus de 3 ans. Plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, même bien au-delà. Et donc, ça, c'est évidemment un relais de croissance. Mais on a aussi annoncé des nouvelles offres autour de l'intelligence artificielle, puisqu'on veut permettre à nos clients d'avoir certes de la connectivité absolument essentielle, mais d'enrichir avec des services l'intelligence artificielle, toujours dans des environnements sécurisés, car on ne le redira jamais assez.
tout le monde peut être victime et les enjeux de protection des données, protection des entreprises, en particulier les PME, on a encore du travail à faire pour qu'on protège l'ensemble des entreprises en France. Alors vous annoncez sur l'intelligence artificielle un accord avec Mistral. Alors j'ai envie de dire qui ne le fait pas, puisque désormais tout le monde a un accord avec Mistral. Vous allez le déployer pour les comptes pro notamment, mais vous avez donné des chiffres précis pour 2024. Déjà 100 cas d'utilisation de l'intelligence artificielle, ça fait 200 millions d'euros de valeur en plus. Concrètement, comment ça a été déployé et qu'est-ce que vous avez comme cas d'usage où vraiment ça a été utile chez vous? Alors en fait, l'intelligence artificielle, on l'utilise depuis des années chez Orange. On a des partenariats avec plusieurs acteurs. On travaille avec les grands acteurs de la tech. On avait annoncé lors de nos Open Tech Days un partenariat avec OpenAI et Meta pour les faire travailler, pour développer des modèles de langue sur les langues régionales africaines, par exemple, parce que nous, on part du principe que l'IA, elle devrait être inclusive et on devra la proposer à tous. On l'utilise aujourd'hui dans nos services clients. On l'utilise dans nos opérations. Je vais prendre un exemple très concret. Aujourd'hui, nos techniciens qui déploient la fibre, qui viennent raccorder les clients, pour des contrôles qualité, on utilise des reconnaissances d'images, donc avant, après, photo avant, après, sur des points de contrôle dans le réseau. Ça embarque de l'IA et ça permet d'améliorer la qualité et de réduire le taux de panne sur nos réseaux fibres. Et on a donc comme ça 150 cas d'usage que l'on déploie à l'échelle dans le groupe. Vous avez un énorme sujet de compétence sur l'intelligence artificielle, mais de formation en interne. Est-ce que ça se passe de manière fluide? Est-ce que c'est compliqué? C'est pas toujours facile de changer de métier, de se former complètement à autre chose. Vous avez aussi annoncé un plan de départ volontaire. Est-ce qu'il y a des gens qui préfèrent partir plutôt que d'évoluer au sein de la même entreprise dans un nouveau métier? Alors, on n'a pas annoncé un plan de départ volontaire, on a signé à l'unanimité avec nos partenaires sociaux un accord qui justement vise à être très transparent et à accompagner la mobilité en interne, parce qu'effectivement, on a des besoins sur des nouveaux métiers. On parle de data, on parle d'IA, on parle de cybersécurité. Et notre priorité, c'est de former et finalement de convertir et de reconvertir nos collaborateurs en interne. Donc on a des mécanismes d'incitation financière, y compris pour ceux qui effectivement le souhaitent, parce que c'est faire le choix finalement de se former quand on a parfois 20 ans d'expérience dans un métier. Donc ça, on l'accompagne. Priorité évidemment à la formation en interne. On investit plus d'1 million d'heures de formation par an, donc c'est évidemment une priorité pour nous. Et puis, on s'est engagé dans ce plan également à recruter, parce qu'on veut aussi recruter des jeunes, on a besoin de nouvelles compétences, et on accompagne aussi ceux qui souhaiteraient quitter l'entreprise. Alors, chez Orange, effectivement, ça passe par des personnels qui sont en temps partiel senior, c'est-à-dire des collègues qui décident finalement, quand ils sont en fin de carrière, de transmettre leur savoir-faire et puis d'être un peu détachés et d'être en temps partiel. Donc c'est voilà, toute une palette de dispositifs. Mais notre enjeu, c'est effectivement d'accompagner sur ces nouveaux métiers, à la fois recruter et puis former en interne. Il y a eu cette discussion sur un CDI senior pendant la réforme des retraites. Ça ressemble à ça, ce que vous avez chez vous? Il y a une compensation sur le salaire partiel. Ça fonctionne comment? Alors, c'est des collaborateurs qui décident effectivement d'être en temps dégagé, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ne sont payés. La première année, ils travaillent 50% et ils sont payés que 70% de leur salaire. Et puis ensuite, ils sont en temps dégagé, ils restent salariés de l'entreprise, mais ils touchent 65% de leur salaire. Voilà, donc c'est au choix, c'est sur la base du volontariat. C'est des mécanismes qu'on avait déjà déployés dans le groupe et qui ont eu du succès, mais certains décident de travailler plus longtemps. Donc voilà, chacun est libre et tout ça se fait sur la base du volontariat. Sur l'évolution du marché français, Free a annoncé qu'ils n'augmenteraient pas leur prix jusqu'en 2027. Chez Sosh, vous avez baissé les prix, je crois, aussi. Est-ce que c'est le retour de la guerre des prix? Est-ce que c'est uniquement sur cet argument que se fait le gain de clients qui est chez le concurrent? Alors, on est dans des marchés très concurrentiels et donc les prix changent souvent. Nous, on n'a pas une politique de changer les prix toutes les semaines. Certains de nos concurrents le font plus que nous. Mais effectivement, on a des offres qui sont adaptées à tous les clients. Et donc, on a des offres Sosh qui sont à des prix d'entrée avec des promotions. Alors évidemment, la période des fêtes est passée, mais il y a des promotions régulièrement. Et puis derrière, c'est aussi des offres de montée en gamme parce que certains, les professionnels en particulier, ont des besoins plus importants. Et puis, il y a tout ce qui est la connectivité à la maison. On offre aussi, on vient enrichir avec des offres de contenu, des subventions si vous apprenez la fibre et puis que vous voulez aussi avoir des offres de vidéos et de contenu. Donc, on a toute une palette de solutions. Et une fois de plus, il y a évidemment un marché très concurrentiel
Et en même temps, nous, on veut chouchouter nos clients et puis toujours leur proposer plus de services. Un mot de la bourse. Ces derniers temps, les marchés financiers aiment les valeurs qu'ils n'aimaient pas auparavant. On voit que Deutsche Telekom a pris 15% depuis le début. Vous avez pris plus de 10% depuis le début. Je parle du début de l'année 2025. Est-ce que vous pensez qu'on a changé d'époque, que désormais les marchés, après avoir dit il y a beaucoup trop d'investissements, ça coûte cher, attendent désormais un retour sur investissement et vous aiment désormais beaucoup plus qu'avant? Les opérateurs télécoms, alors il y a eu des périodes, des hauts et des bas. On reste à des niveaux de valorisation qui, effectivement, on travaille tous les jours pour expliquer à nos investisseurs qu'on est des services essentiels. On a annoncé des résultats qui sont des bons résultats. On améliore notre génération de cash flow, mais c'est vrai qu'on est dans des métiers qui sont très intenses en investissement dans les infrastructures. Et aujourd'hui, en Europe, c'est vrai que si on n'est pas numéro 1 dans son marché, on n'a pas beaucoup de capacité à investir. Or, le déploiement de la fibre, ça coûte des milliards. Orange est le leader du déploiement de la fibre en Europe, mais ce sont des milliards que nous avons investis et nos investisseurs, effectivement, attendent de nous d'avoir un retour sur ces investissements. Et là, c'est des sujets de régulation, pays par pays. Ça reste encore compliqué. Donc, c'est vrai que les opérateurs télécoms ont retrouvé un peu l'attraction des investisseurs, mais tout ça, évidemment, est à la merci des marchés financiers dont on sait qu'ils sont très volatiles. Et à la merci des régulateurs, vous avez envoyé un petit pic aux régulateurs européens pendant la présentation des résultats. Vous appelez une simplification, notamment pour pouvoir investir. C'est quand même ça le sujet derrière. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets de simplification, ça dépasse largement. Je ne crois pas qu'il y ait un chef d'entreprise qui nous écoute et qui ne pense pas qu'on ait besoin de simplifier pour bénéficier finalement de la taille critique de l'Europe. Aujourd'hui, pour donner un chiffre, on a plus de 70 opérateurs en Europe, il y en a 3 aux États-Unis, il y en a 3 en Chine, il y en a 3 en Inde. Je pense qu'avec ça, on a tout résumé. Or, aujourd'hui, on a 27 États membres en Europe, ça ne va pas changer, mais on a encore des pays dans lesquels on a 5-6 opérateurs. Or, je le répète, 3 aux États-Unis, 3 en Chine. Simplification, mais aussi mettre à plat complètement certaines règles. Il y a des règles qui vous empêchent de travailler, de développer votre business? En fait, toutes les règles, quand on est une grande entreprise comme Orange, on finit par s'organiser, par investir pour arriver à les utiliser. Mais c'est vrai qu'on a des règles qui sont des règles transverses. Évidemment, le RGPD, protection des données privées, c'est très important pour nous de protéger les données privées de nos clients. Mais à ça viennent se rajouter des règles qui sont des règles sectorielles. Donc pour nous, opérateurs, on a des règles supplémentaires sur la e-privacy, qui est une réglementation européenne. Et puis à cela viennent se rajouter la façon de le mettre en œuvre dans chaque pays dans lequel on opère. Donc c'est une matrice à 3 dimensions de réglementation qui est honnêtement pas simple pour des grands groupes, mais honnêtement, si on veut aider nos PME, nos entreprises en Europe, il faut absolument qu'on simplifie ça. Merci beaucoup Christelle Heinemann d'être venue ce matin dans la matinale de l'économie.